Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours pour notre grand chapitre routage. Donc là, on va voir un deuxième protocole de routage. Donc on vient de voir le protocole UJRP. Donc là, on va passer au deuxième protocole, donc le protocole OSPF. Alors donc dans cette vidéo, nous allons voir toutes les notions à connaître ou bien les plus importantes à connaître pour la certification CCNA. Donc et ça va être consacré pour tout ce qui est théorie de base pour ce protocole. D'accord? Donc il y aura d'autres vidéos. On va voir le fonctionnement et la configuration du protocole OSPF. Alors, donc le plan de cette vidéo, donc on va commencer par une introduction. On va voir que le protocole OSPF est un protocole à état de lien. Donc on a déjà catégorisé les protocoles de routage en 3 catégories. Donc on va voir que OSPF il appartient à cette deuxième catégorie des protocoles état de lien. Alors, on va parler de la métrique du protocole OSPF et on va finir par les messages ou bien les paquets échangés par les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF. Alors, OSPF, donc déjà c'est un protocole qui est standard. Ça veut dire quoi standard? Ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire. Et ça c'est un avantage, ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on peut configurer le protocole OSPF entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. D'accord? Et donc ça, c'est un avantage. Convergence très rapide. Donc convergence, ça veut dire quoi? Puisqu'on parle du routage et on parle de convergence. Donc cette convergence, c'est dans quel cas il y aura une convergence de routage. C'est lorsqu'on a un problème, par exemple, au niveau d'un routeur. Un routeur qui tombe en panne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tous les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF, ils vont recalculer, d'accord, pour trouver à nouveau de nouveaux chemins. Et pareil, si on a un problème sur un lien, donc il y aura une convergence réseau. Alors, cette convergence, elle est très rapide, d'accord? Et ça, c'est un avantage. C'est pareil comme pour le protocole UJRP, c'est un protocole qui converge aussi très rapidement. Alors, c'est un protocole qui est adapté au grand réseau. Ça, c'est très important, surtout pour la partie design. Donc, après, on va voir la notion de area ou bien de zone. Vous allez voir que côté architecture, le protocole OSPF s'adapte très bien avec les grands réseaux. Donc là où il y a beaucoup de routeurs et plusieurs de réseaux derrière chaque routeur. Donc là, entre parenthèses, pas de limite de saut. Donc si on veut le comparer avec quel protocole? Donc avec le protocole RIP. Qui est quoi? Qui est protocole vecteur distance. Et justement, les limites de ce protocole, c'est par rapport au nombre de sauts. Donc, dès que ça dépasse 15 sauts, le 16e, le paquet, qu'est-ce qui va se passer? Il va être droppé. D'accord? D'ailleurs, historiquement parlant, donc le protocole OSPF, donc c'est un protocole qui a été développé vers la fin des années 80. Le but, justement, c'était de pallier aux failles du protocole RIP. D'accord? Alors, faible utilisation de la bande passante, là aussi c'est important. Donc après, on va voir que le protocole OSPF utilise plusieurs messages ou bien plusieurs paquets qui sont échangés entre les routeurs qui sont configurés avec de l'OSPF. Donc ce qui est bien, c'est que ces paquets ne vont pas consommer beaucoup de bande passante. Alors, comme tout protocole de routage, on a une distance administrative. Donc UJRP, on a vu que la distance administrative pour l'UJRP, c'est 90 pour les routes internes et 170 pour les routes externes. Le protocole RIP, la distance administrative, c'est 120. Alors, la distance administrative pour le protocole OSPF, par défaut, c'est 110. Pourquoi on dit par défaut? Parce qu'on peut changer cette valeur, d'accord? Donc, par défaut, c'est 110, mais après, si on veut changer cette valeur, donc il y a des commandes qu'on peut utiliser pour changer la distance administrative du protocole OSPF. Alors, il supporte le VLSM, donc c'est comme le protocole UJRP. Là, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assez intelligent pour faire la différence entre un réseau et un sous-réseau. D'accord? Donc, on a parlé précédemment de la notion classless et classful et du VLSM. VLSM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre une plage par défaut et on va la segmenter en plusieurs sous-réseaux. Après, on peut prendre un sous-réseau qu'on peut segmenter en sous-sous-réseau. D'accord? Par exemple, pour des liaisons point-to-point de routeur avec une liaison point-to-point. Donc, on a besoin de combien d'adresses IP pour une liaison point à point? On a besoin juste de
deux adresses IP, d'accord, au niveau des deux routeurs. Donc le masque, c'est quoi? C'est un slash 30, d'accord? Donc le but, c'est quoi? Avec le VLSM, donc on a parlé un peu en détail pour le protocole UJRP. Donc c'est de prendre une plage, par exemple, 10.0.0.0/8, ça c'est la classe A par défaut. Donc première étape, c'est de faire quoi? C'est de segmenter ce réseau en créant des sous-réseaux, par exemple des slash 10. On va réserver 2 octets par exemple pour les sous-réseaux, slash 24. Et après, pour des liaisons point à point, on peut prendre une, donc là on peut avoir plusieurs, on est d'accord, on a 2 octets, ça veut dire qu'on peut créer plusieurs sous-réseaux, d'accord? On va prendre un sous-réseau parmi tous ces sous-réseaux qu'on va segmenter encore en quoi? En slash. Alors je vais utiliser une autre couleur, par exemple 10.x.x. Donc là c'est les 16 bits du sous-réseau. Et après on va prendre d'autres bits du dernier octet. Par exemple le premier bit, on va mettre un petit x et un deuxième. Après il nous reste combien de bits? Donc là c'est un octet, hein, on parle d'octet. Mais si on veut ouvrir l'octet en bits, donc on aura combien de bits? On aura 8 bits, d'accord? Donc on peut créer plusieurs masques slash 32, d'accord? Et c'est ça le but, c'est de prendre un sous-réseau et de créer plusieurs masques slash 30, pas slash 32, slash 30, d'accord? Donc pour 2 adresses IP, on aura besoin d'un masque slash 30. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de prendre un réseau global, le segmenter suivant le nombre de sous-réseaux qu'on veut créer, et après on va prendre un sous-réseau qu'on va segmenter en plusieurs slash 30 par exemple pour les liaisons point à point, d'accord? C'est ça le VLSM. Donc notre protocole OSPF, il supporte le VLSM. Alors maintenant notre protocole, il fait partie de quelle famille de protocoles de routage? Donc on a vu qu'il y a 3 familles de protocoles de routage, donc les familles vecteurs distance comme le protocole RIP et le protocole IJRP. Donc les protocoles Advanced Vector Distance comme le protocole UJRP qu'on a déjà vu, et les protocoles état de lien comme le protocole OSPF, d'accord? Donc l'algorithme de Dijkstra est utilisé par OSPF pour trouver le plus court chemin. Donc OSPF, ça veut dire quoi? Open Shortest Path First. Ça veut dire quoi? Le chemin le plus court. Donc le OOpen, c'est parce que c'est un protocole qui est standard. D'accord? Donc l'algorithme qui est utilisé pour le protocole OSPF, c'est l'algorithme Dijkstra. Donc en théorie des graphes, l'algorithme de Dijkstra, il sert à quoi? Il sert à résoudre les problèmes du plus court chemin, d'accord? Il permet par exemple de déterminer le plus court chemin pour se rendre d'une ville à une autre. C'est le cas du GPS par exemple actuellement. Donc il peut connaître le réseau routier de toute une région ou bien de tout un pays. Alors l'algorithme, il porte le nom de son inventeur, donc le nom de cette personne qui est en photo, donc c'est Dijkstra, d'accord? Son nom, c'est Edsger Dijkstra, d'accord? C'est un néerlandais. Et son algorithme, il a été publié en 1959, d'accord? Alors maintenant, si on veut revenir à notre protocole OSPF, ça veut dire que tous les routeurs connaissent la topologie complète du réseau, d'accord? Donc avec cet algorithme, tous les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF, ils connaissent toute la topologie du réseau. Ça veut dire quoi toute la topologie? Ça veut dire tous les chemins de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. Et c'est ça aussi le point fort de ce protocole OSPF, ce qui n'est pas le cas pour le protocole RIP ou bien pour le protocole UJRP. Donc à partir de cette topologie, et des caractéristiques des liens, donc le routeur, il peut choisir le meilleur chemin pour chaque destination. Donc là, on peut dire que chaque routeur présent sur la topologie a une connaissance de l'existence de chaque routeur et de chaque lien au niveau de tout le réseau. D'accord? Et les valeurs indiquées sur les liens représentent le coût. Et le coût, c'est quoi? C'est la métrique et c'est ce qu'on va voir en détail après. Alors, si on veut prendre un exemple, donc juste une topologie,
pour voir cette notion de coût. Donc là, on a plusieurs routeurs, de R1 jusqu'à R6, avec des liaisons, d'accord? Et pour chaque liaison, on a un coût. Après, on va voir comment ce coût il est calculé, d'accord? Donc le coût, c'est l'équivalent de la métrique, hein, c'est la valeur de la métrique. Alors, par exemple, c'est R4. Alors, si R4, donc ce routeur, il veut joindre le R6. Donc il a combien de chemins possibles? Il a plusieurs chemins. Donc il peut passer par R2, R1, R5, il peut passer par R3, R5 directement, il peut passer par R2, R3. Maintenant le but c'est quoi? C'est de chercher le chemin avec le coût le plus faible. Donc le chemin avec le coût le plus faible, c'est R4 en passant par R2. Donc là on a un coût à 10. Après, on a un coût à 10 en passant par le R3, si on passe par ces deux chemins. Donc là, on voit qu'on a un coût plus élevé. Donc le chemin avec le coût le plus faible, c'est en passant par R2, ensuite R3, ensuite R5, et on arrive à R6. Donc le coût ici, c'est combien? C'est 10 plus 10 plus 10. Et plus 10, donc c'est 40, d'accord? Par contre, si on passe directement de ce chemin, c'est 20 plus 50, c'est 70. Donc là, c'est le chemin le plus court. Donc le routeur R4, il va faire exactement la même chose pour tous les réseaux de destination. Donc là, réellement, lorsqu'on dit le chemin de R4 vers R6, réellement, c'est le R4 vers les réseaux qui sont derrière R6, hein, d'accord? Maintenant, le R4, il va faire quoi? Il va faire exactement la même chose pour tous les réseaux qui sont derrière tous les routeurs, d'accord? Donc, il va trouver le meilleur chemin pour chaque destination. Donc, une fois cela est fait, la table de routage est construite. Ça veut dire qu'au niveau de R4, au moment où on arrive à avoir notre table de routage avec les réseaux de destination et les interfaces de sortie, ça veut dire le R4 pour joindre n'importe quel réseau, il sait où est-ce qu'il va envoyer les paquets, est-ce qu'il va les envoyer à travers cette interface ou bien peut-être d'autres interfaces, c'est là des interfaces qui vont vers d'autres routeurs. Alors maintenant justement on va parler de la métrique, d'accord? Donc si on revient juste rapidement à ce slide, donc là on a des coûts. Et le coût, ce coût-là, c'est quoi? C'est une valeur. Et cette valeur, elle est calculée. C'est la valeur de la métrique. Donc la formule de calcul de cette valeur, c'est 100 000 kilobits par seconde divisé par la bande passante du lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un lien à 100 mégas, par exemple, et j'utilise cette formule de calcul, le coût, il va être de combien? Il va être de 1. D'accord? C'est 100 mégas parce que là réellement c'est quoi? C'est 100 mégas. Donc si on fait 100 mégas divisé par 100 mégas, ça donne un coût de 1. D'accord? Et c'est la valeur la plus faible. Hein, d'accord? On ne peut pas y avoir des valeurs 0, quelque chose. Par exemple, si j'ai une liaison à 1 giga, alors on revient à notre exemple. Supposons que j'ai une liaison à 1 giga ici. Donc j'ai de l'OSPF qui est configuré entre les routeurs. Donc automatiquement, il va calculer la métrique, il va utiliser le coût de cette liaison. Alors, la bande passante, elle est de 1 giga. Donc, avec cette formule de calcul, j'ai 100 mégas divisé par 1 giga. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais j'aurai des valeurs 0, d'accord? Donc, si on fait le calcul exact, c'est 0,1, d'accord? Mais par contre, pour le protocole OSPF, comme il n'y a pas des valeurs 0, donc il va donner le coût 1, même si c'est une liaison à 1 giga. Ça veut dire que si j'ai une liaison à 1 giga et j'ai une liaison à 100 mégas, donc le coût, il sera de combien? Il sera de 1. Donc le routeur, malheureusement, par défaut, il ne fait pas la différence par rapport au calcul du coût de la métrique pour une liaison de 1 giga et une liaison de 100 mégas. D'accord? C'est pour ça qu'on a le moyen de changer cette valeur, ce qu'on appelle le référence bandwidth, d'accord? Ou bien la référence de calcul pour le protocole OSPF. Donc cette référence, elle est de 100 mégas, mais on peut la changer. Alors je vous donne un exemple. Si j'ai un routeur avec une liaison de 100 mégas et une liaison de 1 giga. D'accord? Donc si on laisse les choses par défaut, le routeur il va donner combien
combien de valeurs comme coût pour cette liaison. Donc il va donner 1. On vient de le voir. Et pour 1 giga, c'est pareil, il va donner 1. Maintenant, si on change le référence bandwidth, on le met à 1 giga, d'accord? Et ça, c'est une commande, hein, c'est une seule commande et ça marche. Donc, si on met le référence bandwidth à 1 giga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire la division de 1 giga sur, si on veut calculer par rapport à ce lien, 1 par 100 mégas, ou bien 1 giga par 100 mégas, donc ça donne combien? Ça donne 10. Donc le coût, il va être 10 ici. Et si on fait la division de 1 giga par 1 giga, le coût, ça va être combien? Ça va être 1. D'accord? Donc à partir de là, le routeur, il peut faire la différence entre les deux. Il va préférer ce chemin par rapport à ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il a un coût plus faible, avec une bande passante plus élevée. D'accord? Donc c'est pour vous dire que si vous avez des liaisons à 1 giga, c'est plus logique de changer le référence bandwidth, de le mettre à 1 giga par exemple. D'accord? Pour faire la différence entre deux liaisons de 100 mégas et 1 giga. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire qu'il est possible de modifier le calcul de la formule, d'accord, en cas de lien ayant une bande passante supérieure à 100 mégas. D'accord? Et pareil, si vous avez des liaisons à 10 gigas par exemple, je peux mettre le référence bandwidth à 10 gigas. D'accord? Si vous avez une liaison à 10 gigas ici, et vous allez changer le référence bandwidth à 10 gigas, donc le coût ici ça va être de 1, là ça va être 10 et là ça va être 100, d'accord? Parce qu'après on va diviser les 10 gigas par toutes ces trois bandes passantes. Alors maintenant on va passer au message échangé entre les routeurs qui sont configurés avec le protocole OSPF. Donc il y a combien de types de paquets? Il y a 5 types de paquets échangés entre les routeurs. Donc on va commencer par les paquets Hello, on va voir après les DBD, les Database Description, les LSR, les LSA et les LSU. Alors on va commencer par les paquets Hello. Alors les paquets Hello, c'est les paquets qui permettent de faire quoi? De découvrir les voisins. C'est exactement comme pour le protocole UJRP. Donc ça permet de découvrir les voisins et d'entretenir les relations de voisinage. Donc les routeurs, ils envoient les paquets Hello toutes les 30 secondes, d'accord? Toutes les 2 secondes dans toutes les 30 réseaux, dans toutes les 30 secondes sur un réseau NBMA. Après, on va voir qu'il y a que le comportement du protocole OSPF, il change. NBMA, ça veut dire Non-Broadcast Multi-Access. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau ou bien le milieu où les broadcasts ne passent pas. Et vous allez voir que le protocole OSPF, il a des comportements différents par rapport à l'architecture réseau qu'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement de l'OSPF dans un réseau NBMA et dans un réseau où les broadcasts peuvent passer, donc il a deux comportements différents, d'accord? Donc c'est pour ça que l'envoi des paquets Hello est différent. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir après en détail, d'accord? Donc alors, si on veut voir maintenant le contenu du paquet Hello, qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau d'un paquet Hello? Donc il y a l'ID du routeur. Donc là, c'est très spécial pour le protocole OSPF. Donc chaque routeur doit se présenter avec un ID. Et cet ID, c'est quoi? C'est tout simplement une adresse IP. D'accord? Après, on va voir comment le routeur il va choisir cette adresse IP. Alors, le netmask, c'est quoi? C'est le masque de sous-réseau. L'ID de l'AREA, donc on va voir après que le protocole OSPF est côté architecture est basé sur cette notion de area. Alors tout ce que vous voyez en étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça matche des deux côtés, d'accord? Il faut que ça soit la même valeur. Les timers Hello et DID, donc la fréquence d'envoi, les timers Hello c'est la fréquence d'envoi, et le DID ça veut dire quoi? C'est le maximum que le voisin peut attendre. Si je n'envoie plus de paquets Hello, il va me considérer comme étant un routeur mort, d'accord? Donc la liste des voisins, la priorité du routeur, donc on va voir après, c'est un comportement pareil, spécial pour le réseau où il y a des broadcasts, d'accord, le milieu Ethernet par exemple. Donc là, il y aura l'élection d'un routeur DR et un routeur BDR. Ça, c'est des choses qu'on va voir après en détail. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'on est dans un réseau multi-access. Donc, il faut l'adresse IP du DR et l'adresse IP du BDR. Alors, le password,
Donc là, c'est obligatoire dans le cas où on a activé l'authentification. D'accord? Si on n'active pas l'authentification, le password, il n'est pas obligatoire. Donc tout ça, c'est pour les paquets. Quels paquets? Les paquets Hello, qui permettent de faire une relation de voisinage entre deux routeurs avec le protocole OSPF. Deuxième type de paquet, c'est les DBD. C'est la Database Description. Ça veut dire quoi? La description de la base de données. Donc c'est un résumé de tous les liens que le routeur connaît. Donc quand un voisin voit un lien non connu dans le DBD, il demande avec un LSR. D'accord? Donc là, il y a une suite. D'accord? Donc il demande avec un LSR. Et un LSR, c'est quoi? Link State Request. Donc c'est le paquet qui permet de demander plus d'infos sur un lien. Et la réponse LSR, c'est quoi? C'est LSA, d'accord? LSA, ça veut dire quoi? Link State Advertisement. Et justement, c'est la mise à jour qui contient des infos sur un lien, d'accord? Donc là, il y a une suite. La DBD qui va demander le LSA et le LSA qui va demander le LSA. Et c'est le LSA justement qui contient toutes les infos sur un lien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les LSA, c'est des choses qu'on va détailler, pareil, qu'on va détailler après. Donc, il y a plusieurs types de LSA. Donc, il y a le type 1 jusqu'à 11, d'accord? Après, donc on va voir un certain type de LSA, donc on ne va pas détailler tous les LSA, c'est des choses qui sont abordées dans les cours route avancée ou bien le cours routage. D'accord? Alors, le dernier type de paquet, c'est les LSU, Link State Update. Alors, les LSU, c'est quoi? C'est un ensemble de plusieurs LSA. D'accord? Donc, il faut l'imaginer comme ça. C'est comme si vous avez tout ça, c'est un LSU. Et à l'intérieur de ce LSU, vous avez plusieurs LSA. Donc tout ça, c'est des LSA. Donc c'est un paquet de LSA. LSU, c'est un paquet de LSA. Donc c'est plusieurs LSA. D'accord? Alors, juste une chose. Donc tous ces paquets, pour tous ces paquets, ce qui est bien, c'est qu'on a des accusés de réception. D'accord? Donc pareil, on a vu le protocole TCP, on fait la différence entre TCP et UDP. Pour chaque envoi de un de ces quatre paquets, il y a toujours un accusé de réception et les accusés de réception, c'est des paquets LSA ACK. D'accord? Donc on a un dernier type de paquet qu'on va rajouter juste pour les accusés de réception. Par contre, pour les paquets Hello, on n'a pas d'accusé de réception, c'est de l'UDP, d'accord? Donc tout ça, c'est du TCP. Par contre, pour les paquets Hello, c'est l'UDP, donc pas d'accusé de réception. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir comme première étape pour ce protocole OSPF, donc c'est un protocole qui est standard, qui n'est pas propriétaire. C'est un protocole à état de lien. C'est un protocole qui connaît les routeurs au niveau de ce protocole, donc ils connaissent tous la topologie du réseau. C'est ça la force du protocole OSPF. La métrique utilisée elle est très simple, contrairement au protocole UJRP. Donc on a vu que la formule elle est très simple, donc avec le référence bandwidth. Donc c'est le coût, ou bien le cost en anglais, qui est calculé avec la formule de 100 mégas divisé par... Donc c'est ça le référence bandwidth divisé par la bande passante de notre lien. D'accord? Donc par défaut c'est 100 mégas, mais après on a vu que des fois dans certaines architectures, l'idéal c'est de changer le référence bandwidth, le mettant à 1 giga par exemple, si on a des liaisons à 1 giga. L'algorithme qui est utilisé pour le protocole OSPF, c'est l'algorithme Dijkstra. Donc tout simplement Dijkstra c'est quoi? C'est le nom de la personne qui a développé cet algorithme. D'accord? Le but c'est quoi? C'est de trouver le meilleur chemin, le plus court, bien le chemin le plus court d'une source vers une destination. Donc on a vu que le protocole OSPF a plusieurs avantages. Donc c'est un protocole qui converge très rapidement, qui est adapté au grand réseau, donc pas de limite par rapport au nombre de sauts. Ce qui est bien aussi par rapport à l'utilisation de la bande passante, donc les messages qui sont utilisés pour le protocole OSPF, on a vu les 5 messages, donc les paquets, les messages hello, les messages
Database Description, les messages LSR, les messages LSA et les messages LSU. Donc plus le dernier type de message qu'on a vu, c'est les messages accusés de réception. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette première partie OSPF. Et donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Donc c'est là on va parler du fonctionnement du protocole OSPF.